Ah, vous avez l'air d'un maître là dans cette machine. Est-ce que vous vous sentez puissant dans un engin pareil? Ah, tu dois vraiment être prudent. Tu surveilles tout. Le niveau d'eau, le feu, la pression, la vitesse. Faut rester sur le coup. Si tu relâches la concentration et que tu respectes pas la loco, elle peut te bouffer. Respect? La respecter, ouais. Pourquoi? Parce qu'avec une chaleur d'enfer et avec la vapeur, un truc de travers et tout devient hyper dangereux. Et pourquoi ça vous plaît plus de conduire un train où vous avez froid, chaud, sale, mouillé, qu'un train électrique tranquille? C'est comme un défi. Dans les trains modernes, tout ce que tu fais est automatisé pour t'aider. Alors qu'ici, tu fais vraiment tout toi-même. C'est très satisfaisant. Par contre, là, faut que tu descendes vite, parce qu'on va décoller, hein. Ok. I move. Tout le monde remonte, c'est le spectacle. C'est sérieux, hein? Ça bosse. Hello. Bonjour. Qu'est-ce que vous fabriquez exactement? On chronomètre le train, on note les étapes et sa vitesse. Et alors là, il roule à quelle vitesse, là? Là, 62 miles, environ 100 km/h. Est-ce que vous avez les mêmes résultats tous les deux? Oui, heureusement, puisqu'on voyage ensemble. Sur quoi vous voyez la vitesse? Sur le système GPS, vous savez, avec les satellites. Ah, ok. Et dans le temps, on était habitué à faire ça au chrono. Tiens, regarde. C'est dingue quand même de vous voir passionné à l'idée d'écrire à quelle vitesse le train roule, à quel endroit et à quelle heure. Ça paraît incroyable. On a du mal à comprendre. C'est un loisir comme un autre, non? Il y en a qui jardinent. Nous, on compare les trains entre eux. Lequel est le meilleur? Quelle loco est la plus efficace? Ça fait pas mal de boulot. Et on aime ça. Alors là, aujourd'hui, le conducteur de la loco est bon? Très bon. Pourquoi? Il fait tout pour respecter les temps. Il suit bien sa feuille de route. Il fait tout ce qu'il peut. C'est pas mal du tout. Avec des passionnés et des pointus comme vous dans les voitures, il n'a pas intérêt à faire des boulettes. Hein. Non, non, on n'ira pas se plaindre. Il est bien entouré déjà. Et puis parfois, il vient nous voir pour comparer ses résultats. Et alors, mais pourquoi vous êtes passionné comme ça? Vous avez travaillé dans les chemins de fer? Vous avez un attachement particulier au train? J'ai grandi près d'une voie de chemin de fer quand j'étais gamin. Donc ça m'a suivi toute ma vie. Une longue histoire. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir un peu dérangé pendant que vous notez tout. Ah non, pas de problème. Retour à Dublin. Dublin, c'est une capitale sympa. Elle est moderne, elle compte parmi les grandes places financières mondiales, mais elle n'est pas énorme. Le Grand Dublin, toute banlieue confondue, n'atteint pas 2 millions d'habitants. C'est donc plutôt cool, jeune, avec un patrimoine exceptionnel. Comme par exemple le prestigieux Trinity College. C'est la plus vieille université d'Irlande, fondée en 1592, et elle fait régulièrement partie des 100 meilleures universités du monde pour certains de ses enseignements. Et ici, c'est comme une sorte d'enclave de sérénité, de sagesse au milieu de la ville. Et au cœur de l'enclave, il y a le campanile, la cloche de l'université, avec tout un tas de superstitions. On dit que si vous êtes étudiant et que vous passez sous le campanile, exactement au moment où la cloche sonne, eh bien vous allez rater vos examens. Donc, il paraît que si vous vous mettez là pendant les périodes d'examen et que vous essayez de voir un étudiant passer sous le campanile, vous allez attendre longtemps. Et à l'intérieur de l'université se cache un trésor. Un lieu qui serait comme dans les rêves. Interdiction d'y aller seul.
J'ai dû prendre rendez-vous avec un certain Joseph, le maître des lieux. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes Joseph? Oui, c'est moi. Ravi de vous recevoir et bienvenue dans la bibliothèque. C'est incroyable. C'est très très beau. Elle date de quand cette bibliothèque exactement? La bibliothèque a été achevée en 1732 et il a fallu 20 ans pour la construire. Et au 19e siècle, le balcon a été ajouté comme niveau supérieur. Et alors je suis content de voir un truc. Je m'étais toujours demandé, quand on voit dans les films ces bibliothèques imposantes qui montent sur des étages comme ça, je me demandais toujours comment est-ce qu'on faisait pour accéder aux livres qui étaient tout en haut. Parce que dans les films on voit jamais, mais j'ai la réponse là maintenant. Il y a des échelles. Ce sont les échelles d'origine? Oui, mais celles-ci sont beaucoup plus sûres que celles du dessus. En haut, elles sont particulièrement effrayantes. Elles sont même attachées au mur avec une corde pour les empêcher de basculer. Mais ça ne t'empêche pas, toi, de tomber si l'échelle glisse. Et quel type de livres sont stockés ici dans cette immense bibliothèque? Les livres de la bibliothèque couvrent absolument tous les domaines imaginables. Ici, dans cette grande pièce, nous avons 200 000 livres. Mais sur l'ensemble du campus, nous en avons plus de 6 millions. Est-ce que cette bibliothèque sert encore à ranger des livres, vraiment? Ou maintenant c'est une pièce de musée et on ne touche plus vraiment les livres? Si on veut stocker quelque chose, c'est ailleurs. Les ouvrages ici sont encore tous disponibles pour les étudiants s'ils le souhaitent. Alors, évidemment, les étudiants en médecine ou en sciences ne viennent pas souvent consulter les livres ici. Mais pour les matières que j'enseigne, comme l'histoire et la philosophie, ils nous sont encore très utiles. Et si parmi ces milliers de livres, il y en avait un que vous voudriez me montrer, ce serait lequel? Le livre le plus célèbre ici, c'est le livre de Kells. Il a été réalisé sur l'île de Yoda, dans un monastère écossais, autour de l'an 750. Mais pour moi, il y a un livre plus particulier que je tiens à te montrer. Si tu me suis jusqu'à la salle de lecture, nous pourrons jeter un œil sur mon livre. Par ici, s'il te plaît. Voilà le livre que je souhaitais te montrer. Les travaux d'anatomie d'Andreas Vassilius. J'ai découvert ce livre pour la première fois il y a 25 ans. Et quand on me l'a montré, c'était l'une des choses les plus excitantes que j'ai jamais vues à l'université. Il a été imprimé en 1543 et depuis ce livre, la compréhension de l'anatomie a complètement changé. C'est quand même étrange dans un livre d'anatomie de donner au squelette une espèce d'attitude c'est bizarre, sur une bêche, une attitude de paysan. C'est curieux comme présentation quand même. C'est pas très scientifique. Il a représenté le corps de manière artistique. Ce n'est pas limité à l'anatomie. Tel os avec tel os, attaché à celui-là, c'est beaucoup plus que ça. Donc l'homme qui se repose sur sa bêche est un portrait de paysan, oui. Et ici, nous avons un homme se contemplant lui-même. En regardant vers le bas comme ça, je suppose qu'il s'interroge. Est-ce que je suis mortel? Alors on pourrait penser aussi qu'il est en train de se dire, bon alors comment je vais pouvoir bricoler ça pour leur mettre d'aplomb? Si vraiment il réfléchit à la meilleure façon de bricoler tout ça, alors il doit déjà savoir qu'une vie entière n'y suffira pas. C'est la première fois à cette époque qu'on réussissait à décrire complètement l'anatomie d'un corps humain vu de l'intérieur. Oui. Et il ne travaillait pas seulement sur des cadavres, mais aussi sur des êtres vivants. Il les prenait vivants, c'est-à-dire qu'il les découpait vivants pour voir comment c'était à l'intérieur. Eh bien, pour ce genre de choses, il se servait effectivement des corps de criminels vivants, mais condamnés. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Mais il faut bien comprendre que les anatomistes de l'époque travaillaient aussi à partir d'animaux vivants. Souvent, ça se faisait.
Ce n'était pas un boulot que tu pratiquais si tu étais un peu sensible ou fragile. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de me faire admirer un livre qui a été fait par quelqu'un qui a torturé des gens, qui les a ouverts vivants, qui a... C'est atroce. Je ne sais pas si j'apprécie le livre, du coup. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Tu es soigné aujourd'hui grâce à ceux qui ont souffert à une autre époque. Je pensais venir visiter une bibliothèque et finalement je fais un voyage dans les contrées bien plus sombres que je pensais. Oui, mais n'oublie jamais que ce sont des ténèbres que jaillit la lumière. Ce moment inattendu, c'est tout ce que j'aime en Irlande. Vous y allez pour les monuments, mais vous en revenez ravi parce qu'il s'est passé quelque chose. L'Irlande a toujours plus d'un tour dans son sac. Retour à la gare, les trains vont m'emmener vers l'autre Irlande, l'Irlande du Nord. Petit récapitulatif, au sud, il y a la République d'Irlande, État souverain. Au nord, il y a l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Ladies and gentlemen, we're now approaching Belfast Central. This is our final stop. Me voilà donc à Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord. Hello. Bonjour. Vous êtes libre? Yes. Oui, oui. Are you free? Je sais pas comment... C'est dommage, c'est pas un taxi noir à l'anglaise. Enfin, à l'anglaise, pardon, je suis en Irlande. It's not a black taxi. I like the black taxi, all black taxi. Ce n'est pas la qualité du taxi qui compte, c'est la qualité du chauffeur de taxi. Vous emmène où, monsieur? I'm going to the... J'irai bien au centre-ville pour aller jeter un œil. Vous avez beaucoup d'argent? Non, je suis très pauvre. Allez hop, dehors. J'aime beaucoup le chauffeur de taxi. On est bien parti. Là, on traverse le centre-ville de Belfast. Et bientôt, vous allez voir l'hôtel de ville. Et dans le jardin, devant, il y a le monument du Titanic, à la mémoire de toutes les victimes. Et c'est vrai que le Titanic, il a été construit ici. Oui, le chantier était à Belfast. Et la ville est célèbre pour ça aussi. Et vous savez que pour moi, ça me fait quelque chose d'être à Belfast parce que, comme beaucoup de monde, j'ai entendu parler des troubles très importants qu'il y a eu dans cette ville, notamment entre catholiques et protestants. Et vu de France, c'est toujours un peu mystérieux. On a du mal à comprendre pourquoi il y a cette rivalité profonde qui a causé tant de souffrance ici. Oui. Si tu as 800 ans devant toi, je peux tenter de te l'expliquer. Moi, je pense qu'on reste une société très divisée entre catholiques et protestants. Pour faire court, leurs idéologies sont vraiment opposées. D'un côté, tu as les catholiques qui souhaitent une Irlande unique, totalement réunie, et de l'autre, tu as les protestants qui veulent rester attachés au Royaume-Uni. Ils se considèrent comme britanniques et veulent le rester. Et pourquoi il y a cette opposition si virulente, si forte? Il y a eu beaucoup de discrimination à l'égard des minorités catholiques, notamment en ce qui concerne l'accès au travail, les aides au logement ou l'accès au vote. La situation s'est aggravée et ça a fini par un conflit qui a duré jusqu'au processus de paix en 1998 avec la signature d'un traité qu'on a appelé l'accord du Vendredi Saint. Mais en parlant de division, je pense qu'ici, je peux te montrer un très bon exemple. Tu verras à quel point la situation reste finalement très tendue. On se gare là, et je te parle de cet endroit. Tu vois ce grand portail, couvert de barbelés? Ça fait partie de ce qu'on appelle le mur de la paix de Belfast.
Juste derrière, il n'y a que des protestants. Ici, il n'y a que des catholiques. Ça te montre à quel point nous sommes proches et également tellement éloignés. Attendez, vous voulez dire que là, cette barrière hérissée de barbelés, elle sépare encore aujourd'hui les catholiques et les protestants? Oui. Moi, ce qui me paraît fou, c'est que le Good Friday, ce moment de paix, ça date de 1998, donc c'est quand même vieux. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, toutes ces années après, on ouvrait cette barrière? Il n'y a pas une foule de protestants qui viendraient attaquer ces catholiques? Il faut imaginer l'état d'esprit. Les gens qui vivent ici sont les mêmes qu'en 1969, quand les troubles ont éclaté et qu'on a brûlé leurs maisons. Pour eux, c'est comme si c'était hier. Et ça, des deux côtés. Physiquement, on pourrait bien sûr ouvrir cette frontière. Mais personne ne veut prendre le risque de se replonger en 69. Alors, avant de réouvrir ces portes, il faut que les mentalités aient complètement changé. Et ce sont uniquement les habitants d'ici qui devront décider quand leur mur va chuter. Est-ce que ça veut dire que les gens qui habitent là, dans ces maisons, détestent encore profondément ceux qui sont juste derrière, à quelques mètres derrière cette barrière? Non, ils ne se détestent pas. C'est plus de la méfiance, mais pas de la haine. Le passé est tellement long à se faire oublier. Ils sont très prudents et ne veulent pas brusquer les choses. Il y a beaucoup de rues, de quartiers qui sont encore barrés comme ça à Belfast? Absolument. Je peux t'en montrer plein. Il y a des portes partout. Je peux t'en montrer des plus hautes, des plus grandes, tu vas voir. Ok. On y va? Si t'as plein d'argent, oui. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. 20 ans après les accords de paix, il se dresse donc encore des murs dans Belfast, des murs au cœur d'une ville européenne. Des murs et des fresques qui racontent ces années noires et entretiennent le souvenir des héros ou martyrs des deux camps, comme Bobby Sands, nationaliste irlandais, mort après 66 jours de grève de la faim. Bon, Philippe, on va passer plusieurs portes là. Et on quitte le côté catholique. Ces portes, tu vois, elles sont télécommandées directement par la police, qui surveille tout avec ses caméras. On est constamment sous surveillance. Mais quoi qu'il arrive, elles sont fermées à 22 h tous les soirs. Ah bon? Mais quand on les ferme, ce n'est pas un couvre-feu. Tu peux toujours rejoindre la zone. Mais par exemple, pour me rendre à Belfast Nord, je dois faire un détour de 10 km. Vous voulez dire que tous les soirs à 10 h, ce boulevard-là, qui est très fréquenté, s'interrompt et plus rien ne se passe et tout le monde se dit « Ouf, je suis à l'abri de mon voisin catholique ou protestant ». Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Les gens se sentent plus en sécurité avec les portes fermées. C'est incroyable quand même. Je n'imaginais pas du tout ça en fait à Belfast. Je ne pensais pas que c'était aussi vivant. Et pourtant, ça l'est. Tu l'as bien vu de tes propres yeux. Tiens Philippe, si tu regardes là sur la droite, tu vois les deux snipers sur le mur? Oui. Suis des yeux leurs armes. Ah oui, c'est incroyable. On a l'impression que les canons me suivent. Ah, c'est étonnant. Tu as vu l'effet? Comment c'est possible ça? C'est une illusion, en 3D. Mais surtout, c'est encore pour te rappeler que dans cette zone, tu es toujours sous surveillance. Il règne dans cette ville une ambiance étrange. On ne peut pas dire que l'on sente une tension, mais il y a comme quelque chose de suspendu, d'arrêté, comme si l'histoire ne voulait pas lâcher prise. Tous les soirs, les portes se ferment, les portes séparent. Ah, c'est quand même incroyable. It's crazy, incredible. Tu l'as vu à travers la porte? Hello, I'm Philippe. Paul. Comment ça va? Ça va. Je viens juste de fermer. C'est vous qui fermez la porte tous les soirs là? Ouais. Depuis combien de temps? Voilà, depuis un paquet d'années. Je me souviens plus. Vraiment? Ouais, je le fais depuis toujours. Je peux parler un peu avec vous là? On peut se voir à la porte là qui est encore ouverte. Et alors là on est de... Là c'est quel côté là?
Là-bas, t'as le côté catholique. Enfin, appelle-le comme tu veux. Et là-bas, c'est les protestants. Enfin, unionistes, loyalistes, je sais pas quoi. Et qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de séparer comme ça les protestants et les catholiques tous les soirs? C'est comme ça, faut le faire. Pourquoi? Personne n'a jamais donné de bonne raison. À ces portes, ici, il n'y a jamais de problème. Et alors, d'après vous, pourquoi on continue à fermer ces portes? Parce que les politiciens sont incapables de s'entendre. Et c'est tout, c'est pas les gens. Parce qu'au bout du compte, on paye tous les mêmes factures, on a les mêmes besoins médicaux. Mais les politiques, eux, pour d'obscures raisons, ils font tout pour que le conflit dure. Des deux côtés, pour préserver leurs intérêts. Ils veulent pas s'entendre sur quoi que ce soit. Et vous êtes catholique ou protestant? Are you Catholic or protestant? Les deux, moi. Les deux? Ouais, mère catholique, père protestant. Je me considère moitié-moitié. C'est pour ça que quand vous me parlez, vous vous tenez juste au milieu. Je me tiens à l'abri des ennuis. Vous critiquez les politiciens, mais vous êtes très politique, là. Il est bon ton client, là. Ouais, ça commence à venir. Il prend vite le pli. Ouais, il aura bientôt l'humour noir de Belfast. Il va pouvoir nous faire rire bientôt. Allez, bonsoir. À l'année prochaine. Bon. C'est étrange, quand même. Mais alors, ce qui m'épate ici, c'est que c'est quand même très dur comme situation. Enfin, les murs comme ça qui séparent les hommes, c'est brutal. Et en même temps, il y a une espèce d'humour, de légèreté. On rigole quand même. L'humour a été très important pendant les conflits. Parce que ça aide les gens. Tu vois, tu en as besoin de cet humour. Si tu le perds, tu n'as plus rien. Ça aide les gens à supporter le stress de la guerre. C'est pour ça qu'on a un sens de l'humour vraiment très très noir. On peut rire des pires choses. Ça nous aide. C'était chouette de te rencontrer, Philippe. Et pour moi, c'est l'heure d'aller dîner, là. Yeah. L'Irlande est toujours aussi fascinante. Ici, le temps ne se déroule pas tout à fait comme ailleurs. L'histoire, les esprits des ancêtres, les paysages éternels, c'est comme si le passé continuait à se mêler du présent. En Irlande, il y a à la fois quelque chose de vivant, de remuant et d'éternel. Ajoutez à cela la formidable joie de vivre des Irlandais, et vous obtenez un des pays les plus envoûtants, les plus magnétiques d'Europe. France 5 vous a présenté Des trains pas comme les autres, en partenariat avec Europe 1. Dame Nature peut être déchaînée. Voilà la fameuse piscine. Ce passage, c'est l'endroit que nous craignons le plus. Très sèche. La route est mauvaise et les voitures peuvent se renverser. Ou même capricieuse. Il ne faut surtout pas paniquer. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Elle ne pardonne pas. Il faut que ça s'arrête. On n'en peut plus. Quel que soit le chemin. Les routes de l'impossible sillonnent le globe, demain à 20h50 sur France 5. Et juste après, direction le Bhoutan.
Faire un leg à la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'est permettre à des milliers de jeunes de croire de nouveau en l'avenir. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. En Algérie, on parle arabe, mais à la fois j'entends des mots français, j'entends des mots espagnols. Quand Raphaël de Casabianca voyage en Algérie, il mélange les époques. C'est intéressant de voir la juxtaposition des immeubles, puis ce palais au milieu. Les styles. Ça ressemble beaucoup aux tenues des toreros. Oui, parce qu'elle est d'origine andalouse. Les saveurs. Alors c'est pas Célestin, c'est un mot persan qui veut dire pâte longue. Les sports. Ah! J'essaie une dernière fois. Et il se mélange aussi avec tout le monde. Je vais retourner un peu faire la fête. Échappée belle en Algérie, samedi à 20h50 sur France 5. Cet été, évadez-vous en suivant les conseils lecture de la petite librairie avec les 1200 libraires des espaces culturels Leclerc. Un navire de croisière qui s'échoue, le commandant qui prend la fuite, une trentaine de passagers qui perdent la vie. Ça s'est passé il y a quelques années, vous vous en souvenez. Pour un marin, déserter le bord, c'est le déshonneur suprême. Et pour un romancier, c'est l'occasion de sonder les abysses de l'âme humaine. Et c'est ce que fait avec brio Joseph Conrad dans Lord Jim. Jim s'est découvert une passion pour la mer à l'occasion de lectures de vacances. Avant de devenir officier de la marine marchande, il s'était rêvé en marin courageux, secourable, héroïque. Il attend qu'une occasion se présente de manifester sa bravoure. Or, les années passent et il se lasse. Faute de mieux, Jim occupe le poste de second à bord d'un vieux vapeur. Mais bien faire son travail ne lui suffit plus. Il faudrait une traversée toute voile dehors, sous un furieux ouragan, pour connaître une griserie digne de lui. Soudain, alors que la mer est lisse, se produit une violente secousse. Jim ignore la cause du choc, mais le capitaine et les mécaniciens paniquent. Un grain s'abat, on ne distingue plus le feu du mât de l'avant. Un canot est mis à la mer, les mécaniciens conjurent Jim de les y rejoindre. Il hésite encore, et enfin, il saute. Jugé pour ce délit, même si entre-temps tous les passagers ont été secourus, il lui en coûtera son brevet d'officier. Son hésitation le fera haïr de tous. Déshonoré, Jim vit de petits métiers d'un port à l'autre. Mais l'espoir d'être reconnu à sa juste valeur, au point qu'on l'appellera Lord, se présente le jour où un vieux marin l'incite à se raconter. Marlowe, le principal narrateur, n'est pas le premier à interroger Jim sans complaisance, mais il est le seul à lui témoigner la considération qui le décidera à s'expliquer et à revivre. Jim voulait être un héros, sa chute fait de lui le plus poissard d'entre nous, ses frères humains. Lord Jim de Joseph Conrad, un classique à lire chez Folio. C'était les conseils lecture de la petite librairie avec les 1200 libraires des espaces culturels Leclerc. Bonne lecture. Dans le Val-de-Loire... Il n'y a pas que du caillou, il y a aussi l'âme des personnages qui habitent ici. Attention où vous mettez les pieds. Tu veux dire qu'ici même est venu Charles Quint, des ambassadeurs, des élites et moi. Vous pourriez marcher dans les pas de l'histoire. Dans cette pièce, il a été signé un traité qui a complètement changé l'histoire de France. Et faire de drôles de rencontres. On sent Léonard ici, on le sent là. Il est derrière toi d'ailleurs. Les 100 lieux qu'il faut voir dans le Val-de-Loire, dimanche à 20h50 sur France 5. Et juste après, cap sur la Corse du Sud
disponible en audio description. Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il rendre le masque obligatoire même à l'extérieur? Une option suivie par plusieurs villes et recommandée par le ministre de la Santé Olivier Véran qui constate une augmentation de l'activité virale dans certains endroits de notre pays. Au point que la Belgique a décidé de placer l'Île-de-France et les Pays de la Loire en zone orange, invitant ses concitoyens revenant de France à se faire tester et à s'imposer une quatorzaine. Partout en Europe, on redoute une reprise de l'épidémie. Alors plus que jamais, le vaccin semble être notre seul espoir de venir à bout de ce coronavirus. Peut-on l'espérer pour l'année prochaine, voire dès cet automne? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Masque obligatoire, même à l'extérieur » avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Lacombe. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour. Jean-Daniel Chiche, vous êtes professeur de réanimation à l'hôpital Cochin à Paris. Vous êtes président de la fondation 101 qui vise à améliorer la réanimation. Patrick Peloux, médecin urgentiste, président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Et enfin Catherine Hill, épidémiologiste. Vous avez longtemps exercé à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Karine Lacombe, on va peut-être commencer avec vous par un état des lieux. Où en est-on quand Olivier Véran constate une augmentation de l'activité virale dans certains endroits de notre pays? Qu'est-ce que ça veut dire? On a une carte voilà, qui va peut-être nous aider. Est-ce que vous pouvez nous la commenter? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Cette carte montre quand même que dans la grande majorité, le territoire français est vert. Ce qui veut dire que la prévalence est relativement basse. Donc je rappelle juste que la prévalence, c'est le nombre de cas à un instant donné. Sur une période donnée, et on voit bien que c'est plutôt vert partout. Alors on sait qu'il y a le département de la Mayenne qui est en rouge, où il y a eu beaucoup de cas qui ont été diagnostiqués ces derniers jours. Et en dehors de cette zone-là, voilà, il y a un petit peu d'orange. Donc il faut suivre une carte de prévalence. Ça doit aussi être... alors une prévalence, c'est quelque chose d'assez statique, mais il faut aussi regarder semaine après semaine comment évolue la dynamique. À partir du moment où les territoires sont verts, ça veut dire que c'est très stable d'une semaine à l'autre. Mais quand à Quiberon, on est obligé de prendre des mesures, au Sable d'Olonne, etc., de fermer les plages, quand on s'aperçoit que chez les jeunes, le taux de contamination repart nettement, ça veut quand même dire que la situation est plus inquiétante que de laisser penser cette carte. Exactement, donc la carte c'est une moyenne. Après, localement, il peut y avoir des groupes de transmission qui sont plus importants que dans d'autres. Par exemple, à Quiberon, on a bien vu que par strate d'âge, les jeunes, quand on regarde en fait toutes ces données de prévalence par strate d'âge, on se rend compte que globalement, la prévalence est très faible, mais dans certaines strates d'âge, en particulier les strates des jeunes, eh bien, le nombre de cas est plus important. Et on va avoir ce soir les données de la semaine qui viennent de s'écouler de Santé publique France, et a priori, ça va confirmer ce que l'on sentait déjà ces derniers jours, c'est-à-dire qu'actuellement, la population la plus à risque d'être infectée et de transmettre sont les personnes d'âge jeune, je crois, inférieur à 40 ans. On est en train de constituer un bon réservoir là, pour contaminer les plus âgés. C'est ça que vous êtes en train de dire? Alors effectivement, ça peut être un risque, et c'est pour ça qu'il est important de dépister, isoler les personnes qui sont porteuses du virus. Alors vous n'avez pas parlé du masque. Vous n'avez pas dit qu'il est important de porter un masque, puisque c'est la question du jour. Le masque à l'extérieur, vous en pensez quoi? Alors déjà qu'on porte bien le masque à l'intérieur. On a vraiment montré que les clusters, les groupes de transmission, c'était vraiment dans des espaces qui étaient clos et confinés. Dans les espaces extérieurs, vous savez que, peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure, mais on a un gros mode de transmission qui est par les gouttelettes de salive un peu grosses. Et puis ensuite, on a montré qu'il y avait un petit contingent de transmission par l'aérosolisation, c'est-à-dire par des gouttelettes qui sont très fines et qui